Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions en stories sur Instagram. Donc, beaucoup de questions existentielles, j'ai envie de dire. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc comme je le disais, vous avez été nombreux à participer à la foire aux questions, j'ai envie de dire. La boîte aux questions, la fameuse, après les matchs sur Instagram en story. Donc beaucoup de questions, encore une fois, merci à tous d'avoir participé. Pour ceux qui ont eu l'occasion de participer, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai Instagram, l'Instagram est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez venir me poser des questions après les matchs. Donc on va démarrer sans plus tarder. On commence avec la question de Moulinax qui dit: penses-tu que Xavi a une part de responsabilité sur l'animation offensive en match? Oui, évidemment. Est-ce que Xavi a une part de responsabilité sur l'animation offensive? Mais là, tu as bien précisé en match. Donc évidemment, c'est un peu la subtilité que j'ai envie de souligner aussi. Je sais pas si tu l'as fait exprès, mais en tout cas, on va y répondre. Il y a les consignes du coach avant les matchs, évidemment. Comment ça va se passer, tout ça. Voilà, on va jouer de telle façon, de telle façon. Voilà l'objectif. On va jouer comme ça pour battre l'adversaire. J'imagine que ça se passe plus ou moins comme ça, généralement, quand tu prépares un match de foot. Et ensuite, évidemment, il y a comment ça se passe en match. Comment ça se passe en match? On voit Xavi, il est pas content sur son banc. Régulièrement, ce qu'on voit de Xavi, c'est quand même qu'il n'est pas satisfait. On voit qu'il se plaint, on voit qu'il insulte tous les ancêtres des joueurs sur le banc. Non, je plaisante, mais voilà, il y a pas mal d'insultes qui volent quand même. Donc, ça se voit vraiment qu'il est pas content de ce qu'il voit sur le terrain. Donc, est-ce que ça vient de lui? Est-ce que s'exprime mal? Est-ce qu'il se fait mal comprendre de la part de ses joueurs avant le match? Je ne sais pas, mais en tout cas pendant le match, est-ce qu'il y a une part de responsabilité après? Oui, évidemment, un coach il doit donner des infos et peut-être qu'on en vient aussi au sujet qui brûle, qui fâche, mais rappelons-nous quand même que la saison dernière, ou enfin en tout cas depuis que Xavi est arrivé, il y a ce lien, ce prolongement, je sais pas comment on peut dire ça, mais oui, ce prolongement de Xavi sur le terrain qui est Busquets. Guardiola l'avait avec Xavi. Quand Cruyff était là sur le terrain, c'était Guardiola. Il y avait ce cerveau à chaque fois dans l'équipe, au milieu de terrain, que le coach il te fait un signe, tu comprends tout ce qui se passe et c'est toi qui gères après ton équipe. Depuis le départ de Busquets, qui est cet homme? Qui est ce joueur sur le terrain? J'aurais tendance à penser que c'est Pedri. Malheureusement, va falloir que ça soit quelqu'un d'autre parce que Pedri, il est là un match sur 10, donc c'est compliqué. Est-ce que cet homme-là devrait être soit Frenkie, soit Gundogan? Oui, c'est très possible. Je pense même que ça devrait être plus Gundogan qui a plus d'expérience et qui a plus de compréhension du jeu, je pense. Donc oui, Xavi, il a sa part de responsabilité, évidemment. Maintenant, si les joueurs n'arrivent pas à oser, n'osent pas vraiment, ne portent pas leur baloche, concrètement, pour oser tenter des choses, c'est compliqué après. Parce qu'on voit, c'est ce que je répondais, je sais plus, en commentaire, il y a beaucoup de débats dans les commentaires ou même sur Twitter. Je disais, Xavi, on voit qu'il n'est pas satisfait et on voit qu'il leur dit concrètement, c'est ce qu'on voit à la télé, on le voit sur ses lèvres, ou même quand il y avait les post fraîcheurs en début de saison là, et qu'il parlait à ses joueurs, il disait, osez une touche, 2 touches maximum, jouer plus vite, tout ça. Et les mecs, c'est pas ce qu'ils faisaient. Et après, une fois qu'il donnait ses instructions, là, ça c'était un peu mieux, tu vois, ou en tout cas, il prenait en compte ce qu'il disait, il jouait un peu plus vite et tout ça. Maintenant, il y a d'autres problèmes avec Xavi, d'autres problèmes avec les joueurs, mais on y reviendra sûrement au cours de la vidéo, j'imagine. Ensuite, on a une question de Teddy, qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs, qui dit: si Xavi remet pas 3 attaquants, autant changer d'entraîneur, car 4 milieux, ça ne marche pas. Moi, j'ai tendance à toujours avoir le même discours, même si je suis d'accord avec toi, c'est pas parce que tu mets 3 attaquants que le coach va rester, ou tu vois, ça n'a pas de lien direct, évidemment, mais surtout qu'un coach va pas être viré si on joue pas très bien, mais on a quand même les résultats. Concrètement, le but principal quand même d'un club, d'une équipe, c'est de gagner. Alors évidemment, on est le Barça, on est censé bien jouer, je dis pas le contraire, attention, mais quand un club de foot essaie de survivre, de prospérer, j'en sais rien, il faut qu'il gagne des matchs et qu'il gagne des trophées, tu vois. Et si dans un premier temps il y a ça, tu peux pas virer un coach, même si c'est le Barça, même si on est censé proposer un football avec un ADN assez clair, une philosophie de jeu assez claire. Regardez Valverde, combien de temps il est resté, quoi. C'est parce qu'il perdait pas beaucoup de matchs. On dit que Xavi il est peureux, tout ça, mais
mais concrètement, quand on voit les matchs, quand on voit le contenu des matchs et le discours du coach, en fait, moi j'ai pas l'impression que Xavi soit vraiment peureux ou quoi que ce soit. J'ai plus l'impression qu'il arrive pas à se faire comprendre. Maintenant, c'est un problème. Quand un coach parle à ses joueurs, essaie de mettre en place cette chose et que ça ne marche pas, ça vient pas forcément des joueurs, tu vois. Ça vient forcément du coach. C'est au coach de trouver la solution, en fait. Ça me paraît assez clair de toute façon. Il n'y a pas d'excuses à trouver là-dedans. Si les joueurs ne comprennent pas ce que veut le coach, ça fait beaucoup quand même, tu vois. S'il y a une vingtaine de personnes qui comprennent pas ce que dit une personne, il y a un problème. Même si Xavi n'est pas seul, il y a tout son staff et tout ça. Mais le staff et Xavi ils doivent trouver une solution. Ils doivent trouver une solution pour que les joueurs comprennent mieux. Peut-être simplifier les choses aussi. Peut-être qu'on s'est trop enflammé, peut-être qu'on s'est trop avancé. C'est certains débats que j'ai vus aussi sur les réseaux. Je trouve ça assez intéressant. Mais évidemment que, en fait, ce qui se passe, c'est quand on regarde la première saison de Xavi, quand il arrive en cours de saison, on voit qu'on propose cette chose de sympathique, de quelque chose d'assez simple dans l'animation, dans la construction, un 4-3-3 assez basique avec le latéral qui monte, tout ça, un truc plus simple dans l'animation, plus simple dans les enchaînements, tout ça, tu vois. Et ça jouait mieux en fait. Même si c'était moins costaud, ça jouait quand même beaucoup mieux. La deuxième saison, c'est la saison de la confirmation, on va dire. On essaie vraiment de proposer un jeu beaucoup plus travaillé, tout ça, sauf que c'est peut-être trop tôt. C'est ce qu'on a vu la saison dernière. En tout cas, on avait un jeu assez réfléchi, un peu trop compliqué, on va dire, à mettre en place. Parce qu'il y en a qui disent, oui, Xavi, il est limité, ce qu'il propose, c'est nul. Ce qu'il propose Xavi, c'est pas forcément nul. C'est juste que c'est mal exécuté. C'est mal exécuté, c'est qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, comme je le dis. Et du coup, il y a un problème de communication, un problème de compréhension. Et c'est là qu'il va falloir travailler quand même. Peut-être que le schéma, peut-être que la construction, peut-être que tout ce qu'il met en place, c'est beaucoup trop compliqué pour les joueurs qui sont là actuellement. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes. Alors oui, il y a des joueurs comme Gundogan, des mecs qui ont l'habitude de jouer comme ça, même Lewandowski, je veux dire, il n'y a pas de problème à comprendre ça. On sait que Pedri, il n'a pas de problème à comprendre ça. Koundé, il n'a pas l'air d'avoir de problème vraiment à comprendre. Frenkie, il y a quelques lacunes quand même si Frenkie, là, par ses qualités, il est tellement exceptionnel, on va dire, tellement fort qu'on voit pas forcément ses qualités cérébrales, on va dire, jeu sans ballon, tout ça. Des fois, c'est un peu compliqué, mais il compense avec son activité qui est phénoménale, en fait, Frenkie. Et son importance aussi, c'est lui qui percute. Mais je pense que peut-être on s'est enflammé trop tôt. Regardez la saison dernière, on avait plus ou moins la même animation que cette saison-là. L'année dernière, ça a marché un certain temps avec certains joueurs. Puis on a vu que quand ces joueurs-là étaient blessés, quand il fallait mettre des mecs sur le banc, mais sur le terrain cette fois-ci, et ben là on avait plus de mal. Donc là c'est un peu la même chose. Peut-être qu'il faudrait simplifier les choses et repartir sur un truc un peu plus classique, le temps de s'habituer un peu et de partir sur un truc beaucoup plus compliqué. Rome ne s'est pas faite en un jour, les amis. Et oui. Donc c'est pareil. Avec un projet de jeu, il faut le faire petit à petit. Ensuite, question de Martin qui dit les quelques minutes de Joao Félix, un avis. J'ai trouvé très bon. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il n'a pas joué beaucoup, mais de ce qu'il a montré, je trouve qu'il est assez intéressant. Je pense que c'est peut-être aussi un peu la solution devant. On manque de changement de rythme, on manque d'accélération dans le jeu, on manque de quelqu'un qui ose en fait. On manque de courage dans cette équipe. Cette équipe manque de courage. On dit que Xavi, comme j'ai dit tout à l'heure, est peureux, machin, n'a pas de... Mais c'est pas forcément vrai, moi je trouve pas en tout cas. Je pense pas que Xavi manque de courage, pas du tout même. Mais j'ai l'impression que les joueurs en manquent cruellement. Peut-être que le discours est mauvais de la part de Xavi quand il dit aux joueurs fais ce que tu sais faire, mais fais attention à pas perdre la balle. On a souvent entendu ça. Et ça, c'est le mauvais discours. Je crois qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui me disait ça, ou sur Twitter, je sais plus, qui me disait ça, que le discours du coach de dire ça, de pas perdre la balle, c'est peut-être un frein chez les joueurs. Peut-être que inconsciemment, le joueur, il se dit, attention, faut absolument pas que je perde la balle, sinon le coach, il va se fâcher. Papa, il va se fâcher. Je pense que le discours est mauvais. Il faut pas dire aux joueurs, ne perdez pas le ballon. Il faut dire, ayez du courage, osez des choses. On a des joueurs comme Joao Félix et Joao Cancelo, les deux Joao qui arrivent qui sont des joueurs pleins de courage, des joueurs courageux, qui osent des choses. Cancelo n'a pas peur de se cacher, peur de dribbler, peur de provoquer, peur de créer quelque chose. Joao Félix, c'est pareil, même s'il a perdu un petit peu de sa joie, de son bonheur peut-être ces derniers mois, mais en attendant c'est des joueurs qui osent, des joueurs qui sont courageux, donc j'ai hâte de voir ça. C'est eux, ça passera par eux la solution aussi, de retrouver un jeu un peu plus sympathique. Ensuite on a Yanis qui dit Rafinha doit rester le titulaire et non Yamal. Bon, Yanis, tu vas pas dire autre chose. Je te rejoins quand même.
Évidemment, Lamine, on voit que c'est assez limité en apport global. Alors évidemment, quand Lamine a le ballon proche de la surface, il est dans une situation de création de danger et excellent. Meilleur que Rafinha même, je trouve. Maintenant, ça suffit pas sur un match dans la globalité. On l'a vu contre Osasuna. Si le pressing n'était pas aussi efficace, si on a eu autant de mal aussi à récupérer des ballons, c'est parce que on a des joueurs comme Lamine qui sont pas des joueurs faits pour ça en soi. C'est peut-être un joueur trop. Je dis pas que le gars dans sa carrière il a jamais mettre un pressing, mais là il est très jeune. C'est pas un joueur avec un gros volume de jeu. C'est pas un joueur costaud. C'est pas un joueur agressif. Regardez Gavi, c'est pas le problème d'âge, mais Gavi c'est un joueur comme ça. C'est un joueur qui se bat sur le terrain. Vous allez dire c'est un catcheur, mais c'est un joueur qui y va quoi. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. On a beau critiquer ce qu'on veut et dire que Gavi, critiquer Gavi, mais en attendant, c'est le seul qui montre autant d'amour pour le club, quoi. C'est le genre de gars qui n'existe pas beaucoup dans les histoires de clubs. C'est des mecs comme Puyol, des mecs qui pourraient mourir sur le terrain pour le club, tout simplement. Des mecs qui se fait agrafer l'oreille parce qu'il s'est pris un coup de coude et qui repart sur le terrain comme ça avec son oreille violette. C'est des mecs comme ça, des mecs comme Gavi, des mecs comme Puyol, des mecs comme Araujo aussi. T'en as pas beaucoup. Et dans un club, ça fait plaisir. Maintenant, Lamine, c'est pas un joueur comme ça. On va avoir besoin de Rafinha, effectivement, on va avoir besoin de Rafinha ou même Ferran Torres, je dirais. Rafinha n'est pas obligé d'être titulaire à droite. Ça peut être très bien Ferran Torres qui a déjà joué avec Cancelo, qui saura un peu plus trouver le gars, qui est même peut-être plus intelligent aussi, Ferran Torres sur le terrain. Donc on a besoin de joueurs qui connaissent le jeu, des joueurs qui sont intelligents aussi, même si Rafinha, je pense qu'il est quand même très intelligent dans ses déplacements. Oui, je suis d'accord, Lamine, ça doit être un gars qui rentre en cours de jeu, ça doit pas être un titulaire indiscutable, c'est pas possible. Je sais bien que son contrat est pas encore signé, il faut le saucer un peu le gars, il faut lui donner envie de prolonger, mais je pense que les gars, c'est bon. On n'est pas obligé de lui dire tu vas être titulaire à 16 ans pour qu'il signe son contrat. Calmons-nous un petit peu. Mais je pense que Ferran Torres ou Rafinha effectivement doivent jouer à droite. Même si Ferran peut très bien jouer à gauche, on l'a très bien vu ces derniers temps. Mais il peut jouer à droite, on l'a vu la semaine dernière qu'il était pas mauvais à droite, et on sait qu'à gauche il y a Joao Félix qui peut jouer aussi. Ça peut être intéressant. Ensuite on a Sokoman Sokoi qui dit pourquoi les joueurs ne maîtrisent pas le jeu de position faute de Xavi et du staff technique. Très bonne question, on a des joueurs qui sont censés le connaître, mais en fait pour jouer, pour moi, je n'ai pas la science infuse, je sais pas exactement, je connais pas tout dans le foot, dans ce football là, encore moins dans le foot en général, mais dans le jeu de position, c'est assez complexe quand même comme jeu à comprendre et même à jouer ou à développer, quoi. Mais pour moi, quand tu joues un jeu comme ça, il faut forcément du mouvement devant. Si les joueurs sont statiques et qu'ils ne se déplacent pas assez, tu vas avoir beaucoup de mal. Regardez le Barça de l'époque Guardiola, de l'époque Luis Enrique, tout ce que vous voulez. On a des joueurs tout le temps en mouvement qui se proposent, qui viennent entre les lignes, qui créent des angles de passe du coup, à eux tout seuls parce qu'ils bougent. Si t'as des joueurs statiques qui attendent, l'équipe adverse ils ont juste à bloquer les angles de passe et à se mettre devant et il n'y a pas de solution. Si tu bouges pas, il y aura pas beaucoup de solutions. Et ça c'est le problème de cette équipe, elle est trop statique déjà. C'est pas en soi qu'ils le comprennent pas, c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à le reproduire sur le terrain en fait. Ça manque de mouvement. Je pense que le système et les joueurs mis dans ce système là n'aident pas. Je pense que les joueurs sont pas très à l'aise. On voit, je sais plus, quelqu'un me disait ça aussi dans les commentaires, mais c'est ce qu'on voit quand j'ai analysé la vidéo par exemple contre Osasuna. On voit des joueurs qui se marchent dessus, qui sont souvent dans la même zone, tout ça, et ça n'aide pas. C'est difficile de trouver des solutions, des angles de passe quand t'as des joueurs qui se marchent dessus, qui savent pas comment se déplacer. Mais je pense qu'il va falloir faire quelques changements pour le coach, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est la faute de Xavi ? Oui, il a sa part de responsabilité. Après, les joueurs n'arrivent pas à se situer vraiment sur le terrain. On voit Lewandowski qui est pas à l'aise, qui est obligé de dézoner, il s'est plaint lui-même. Xavi il s'est plaint aussi que Lewandowski dézone. Il y a un problème clair de toute façon entre le coach, les joueurs. Enfin, il n'y a pas un problème de vestiaire, tu vois, mais il y a un problème de compréhension du jeu, de ce que veut mettre en place Xavi et comment les joueurs arrivent à jouer sur le terrain. Enfin, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain ? Il y a un problème. Ça ne correspond pas. Et je pense que Xavi est le premier fautif parce que c'est lui qui fait le système, c'est lui qui met en place l'animation, c'est lui qui met les joueurs sur le terrain. Donc évidemment qu'il est fautif. Ensuite, question de Anas qui dit faut-il commencer à remettre en question Xavi ? Le style de jeu laisse à désirer. Le style de jeu laisse à désirer, oui. Après, est-ce qu'il faut commencer à remettre en question Xavi, les gars ? Moi, je vais répondre assez clairement à ça, comme d'habitude. J'essaie d'être le plus clair possible. Pour moi, il n'y a pas de remettre en question ou pas Xavi. En fait, c'est chacun pense ce qu'il veut. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est ceux qui veulent que Xavi parte, mais qui voulaient déjà que Xavi ne vienne pas, en fait, dès le début. Donc, en fait, il n'y a pas forcément d'argument. T'as des mecs qui se sont plaints
plaindre Xavi, ouais Xavi n'est pas au niveau, il était même pas encore arrivé. Il y avait des rumeurs comme quoi Xavi allait arriver, tout le monde voulait que ça soit Ten Hag. Bon, si on veut, mais finalement c'est Xavi, donc les mecs n'étaient pas contents. Ah, Xavi doit partir, mais Xavi vient à peine d'arriver, ça fait 2 jours qu'il est là. Donc voilà, après Xavi est resté 6 mois, il a fait des belles choses, je trouve, il est remonté de la 9e à la 2e place, pardon. On a fait un bon des 6 mois, un peu plus de 6 mois peut-être de bonne qualité, et il y en avait quand même qui voulaient qu'il parte. Puis après on a eu la saison dernière qui était quand même très faible dans le contenu, dans le jeu. On a quand même gagné au final 2 trophées, mais les gens voulaient quand même qu'il parte. Puis après t'en avais qui disaient bon, patientons, on va voir, on va peut-être peut-être que cette saison-là, le jeu va être un peu plus sympa. Début de saison, ça fait quand même que 4 matchs qu'on a commencé. Moi-même je suis énervé les gars, moi-même j'en ai un peu marre qu'on joue comme ça c'est clair, j'ai envie de changement, j'ai pas envie de continuer à regarder le Barça et à m'emmerder comme ça devant les matchs, ça c'est clair les gars. Moi j'ai regardé le Barça pour sa façon de jouer, certes j'ai commencé à aimer le Barça pour Ronaldinho, mais après j'ai kiffé le Barça dans son ensemble pour vraiment la façon de jouer. Donc forcément là quand je regarde ça je m'emmerde, c'est comme ça. Donc moi j'ai envie que ça change maintenant. Remettre en question Xavi ou pas c'est un choix personnel. En fait moi voilà, ce qui m'énerve c'est ceux qui disent absolument que Xavi doit partir, ils savent pas pourquoi, ils ont un agenda contre lui. Ce qui m'énerve aussi c'est certains créateurs de contenu, des gens qui ont des pages sur les réseaux, des gens qui ont une grosse communauté en fait. C'est comme si moi j'avais 1 million d'abonnés et que je vous disais les gars, Xavi doit partir. Je ne donnais pas forcément d'explication, Xavi doit partir les gars, et j'ai 1 million de fans et les gens sont là comme des fous, ah café on t'aime trop. Et puis ils disent bah ouais il a raison, Xavi doit partir. Non les gars, il faut réfléchir par soi-même. Peu importe qui le dit, peu importe quelle personne va te dire qu'il ait 1 million d'abonnés, qu'il ait 2 abonnés, il faut qu'il y ait des arguments en fait. Il faut que toi-même tu réfléchisses et que tu te dises, est-ce que Xavi doit partir ou pas? Est-ce qu'il doit partir? Posons-nous la question. Si Xavi, j'ai posé la question sur Twitter hier, je trouvais ça assez intéressant. J'ai dit, si Xavi devait partir maintenant, parce qu'apparemment le problème avec Xavi, c'est qu'il n'est pas expérimenté. Ça c'est le truc qui revient souvent. Il n'a pas assez d'expérience, Xavi, il doit retourner à l'école. et il propose, il n'est pas au niveau en termes de jeu. En termes de jeu proposé, c'est pas au niveau. Là, on est d'accord. Ok, donc il faudrait aller chercher un coach, il faudrait virer Xavi maintenant, donc au bout de 4 matchs début de saison, là, la saison a démarré pour tous les coachs qui sont en place, et il faudrait changer de coach maintenant. D'accord, ok, bon, on a quand même fait juste un match nul et que des victoires. En soi, le contenu est dégueulasse, mais en termes de résultats, on n'est pas 10e. Koeman, c'est loin derrière nous. Donc maintenant, là, il faudrait virer Xavi maintenant, qui on va aller chercher, qui sera mieux que Xavi, donc c'est-à-dire un entraîneur qui serait expérimenté, avec de l'expérience au haut niveau, je parle, évidemment, parce que si c'est pour aller chercher un mec comme Xavi quand il est arrivé, c'est-à-dire un mec qui a coaché dans un championnat un peu moins performant, ou qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience au haut niveau, ça ne sert à rien, tu vois, on est d'accord. Donc il faudrait aller chercher un coach qui a vraiment de l'expérience et qui propose quelque chose de beau aussi, donc il a déjà fait avec un gros club. Quel coach on pourrait aller chercher? C'est le sujet, c'est le débat. Alors, je savais déjà ce qu'on allait me dire, évidemment. Je savais qu'on allait me citer De Zerbi parce qu'il est à la mode, De Zerbi. Moi j'aime beaucoup ce qu'il propose à Brighton, les gars, mais qui parlait de De Zerbi il y a 2 ans? Personne. C'est là qu'on voit à peu près ce qui se passe dans le football, c'est-à-dire que c'est le, comment dire, c'est la culture de l'instant, voilà, je cherchais. La culture un peu de l'instant. Évidemment que De Zerbi, il propose quelque chose d'assez incroyable avec Brighton. Il est arrivé en 2021 si je me trompe pas, donc c'était, ou en 2022 même, je sais plus exactement, peut-être saison 2021-2022, faudrait vérifier. Ça fait pas très longtemps qu'il est à Brighton, mais avant qu'il arrive à Brighton, il était en Italie, à Sassuolo, à je sais pas où là, dans des petits clubs comme ça, enfin, vous avez compris quoi, des clubs italiens comme ça, de seconde zone on va dire. Il a pas entraîné la Juve, le Milan, l'Inter, pas un gros club quoi en soi. Donc là, Brighton non plus n'est pas un gros club en soi, donc il entraîne Brighton, il fait quelque chose de magnifique, le jeu proposé est très sympathique, tout ça, on est d'accord. Maintenant, est-ce qu'il a l'expérience, est-ce qu'il a plus d'expérience que Xavi? Alors oui, il est entraîneur depuis plus longtemps, mais qui parlait de Zerbi avant Brighton? Qui avait vu des matchs de Zerbi en tant que coach à Sassuolo et avait dit putain, il faut aller chercher ce coach les gars? J'avais jamais entendu ce mec là avant qu'il arrive à Brighton. Alors peut-être que je me renseigne pas assez dans le foot, on est d'accord, mais personne n'en parlait autant, ça je pense qu'on est d'accord. Maintenant il y a Nagelsmann aussi, forcément c'est le seul libre en fait, parce que forcément il y en a beaucoup qui m'ont dit moi je veux le retour de Guardiola, et oui mais Guardiola ne reviendra jamais, ça il faut vraiment se le mettre en tête, Guardiola ne reviendra jamais coacher le Barça, jamais de la vie. Il avait dit qu'il préférerait même coacher les équipes de jeunes, les vraiment jeunes, hein, genre 15 ans, 16 ans tu vois, coacher ces mecs là que coacher le Barça. Il reviendra peut-être en tant que
directeur sportif, peut-être en tant que président quand il aura 90 balais, j'en sais rien. Mais en tant que coach du Barça, il ne reviendra jamais, Pep. Ça, il faut bien se le dire. C'est pour ça, moi, je suis très triste quand Guardiola est parti. Je savais qu'il allait jamais revenir. C'est comme ça. Donc, certains veulent que Guardiola revienne, que Luis Enrique revienne. Il vient d'arriver au PSG, Luis Enrique. Il va pas revenir au Barça, ça c'est clair. Maintenant, il y a Ten Hag, et tout le monde voulait, qui est en train de faire quand même un bon gros caca à Manchester United. Comme quoi, ça peut pas marcher partout. Et oui, ça marchait à l'Ajax. Ça, c'est l'exemple parfait. Ten Hag qui a fait de choses magnifiques avec l'Ajax. Il avait un club où tu as beaucoup moins de pression, beaucoup moins de trucs médiatiques. Je veux dire, l'Ajax, c'est un grand club, une grande histoire, qui a fait beaucoup pour le football et beaucoup pour le Barça, du coup. C'est un championnat hollandais, il y a moins de pression quand même, tu vois. Et il a fait quelque chose de magnifique avec une équipe, voilà, avec Frenkie, avec De Ligt et tout ça. Et puis après, il avait une philosophie de jeu, voilà, très, très intéressante. Et puis, il est arrivé à Manchester United et ça a été un peu plus compliqué pour lui d'un coup. C'est parce que c'est un projet qui prend du temps aussi. Je dis pas que le Ten Hag, il va jamais réussir, qu'il faut le virer de Manchester United, mais c'est un projet, il arrive à Manchester United, il y a un gros club, il y a des enjeux, il y a tout ça, tu vois, il y a le truc sportif, tu dois avoir des résultats directs, donc ça se passe un peu moins bien qu'à l'Ajax, évidemment, c'est bizarre. Donc si on fait venir De Zerbi, qui a moins de pression, qui est à Brighton, dans sa petite ville anglaise tranquille, à boire des pintes de bière, et d'un coup tu lui dis viens au Barça, surtout viens au Barça en tant qu'étranger. Évidemment, on le sait, le Barça c'est très catalan, Espagne, machin, on l'a vu avec Koeman, il y avait quand même un peu plus de pression quand t'es pas même si Koeman est en ancienne légende du Barça quand même. Mais à la limite, voilà, si le mec a des couronnes, il n'y aura pas de problème vraiment. Mais il arrive d'un petit club sans pression, il arrive avec le Barça, comment ça va se passer? Est-ce que si tu fais venir De Zerbi, est-ce qu'il va exploser? Est-ce que il va jouer pareil avec les joueurs qu'il a là au Barça? On n'en sait rien, c'est l'interrogation. Si De Zerbi arrive, c'est catastrophique. Qu'on joue bien, mais qu'on gagne jamais, qu'on finit 4ème de Liga tous les ans, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qui faut aller chercher du coup? Et dans tous les cas, il n'est pas disponible, De Zerbi. Il finit son contrat en 2026, donc comme Xavi, qui va prolonger jusqu'en 2026. On verra. Moi, il y a des coachs que j'aime beaucoup, De Zerbi j'aime beaucoup. Je demande à voir au haut niveau dans un gros club, je demande à voir, évidemment. Il va pas rester à Brighton, j'espère, toute sa carrière, même s'il fait ce qu'il veut. Mais tu m'as compris, j'aimerais le voir dans un plus gros club quand même. Et il y a aussi Xabi Alonso, j'aime beaucoup. Bayer Leverkusen, incroyable. J'adore ce que ça propose, comment ça joue. Voilà, il coach Florian Wirtz, qui va peut-être venir au Barça, un de ces quatre, qui est un grand fan du Barça. Si Florian Wirtz vient au Barça, Xabi Alonso. Pour la suite, on verra. J'aime beaucoup ce que propose Xabi Alonso, j'aime beaucoup ce que propose De Zerbi dans les coachs, voilà. Mais est-ce qu'ils sont disponibles? Non. Le seul qui est disponible, c'est Nagelsmann. Nagelsmann s'est fait virer du Bayern, comme un vieux caca, comme une vieille crotte là, que tu évacues aux toilettes. Ben oui. Est-ce que c'est lui l'homme de la situation? Nagelsmann. Il avait fait de très belles choses à Leipzig, dans un plus petit club allemand. Puis après, il est arrivé au Bayern. Puis après, ça s'est pas très bien passé. Il s'est fait virer. Quelle est la solution vraiment? On n'en sait rien. Ensuite, question de Kevin qui dit Koundé taille patron qui mettre dans l'axe quand Araujo va revenir. Bah Araujo Koundé, tout simplement. Faudra faire tourner. Christensen, on sait qu'il est fragile. Donc Araujo, Koundé, Christensen, Inigo Martinez. On va avoir 4 centraux de qualité. On va pouvoir faire tourner quand on veut. Inigo a l'agressivité d'Araujo, donc on peut échanger. On peut mettre Inigo Christensen ou Inigo Koundé, Araujo Christensen. Ça peut être pas mal. On peut se permettre de faire souffler, de faire tourner les gars pour qu'ils se blessent pas tout au long de la saison, tout le temps. Ensuite, on a Ayam Bacchus qui dit Baldé ne se donne plus autant à cause de l'animation actuelle ou du manque de concurrence. Ça, c'est le sujet qui fâche. Baldé, moi j'ai parlé de Baldé, je me suis plaint un petit peu. J'ai dit que Baldé était pas forcément au niveau, tout ça. Donc du coup, il y en a qui viennent se plaindre. Ouais, tu parles de Baldé, tu te plains pas de Xavi. La grande vanne. J'ai fait des vidéos complètes, le débrief complet. Il parle des problèmes justement du Barça, donc de Xavi, que l'équipe elle est dégueulasse. Donc voilà, si je me plains évidemment de ce que fait Xavi maintenant. Il faut pas non plus, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, faut pas mettre tout sur le dos de Xavi non plus, c'est assez facile. Xavi est la cible, on le savait, il y avait Xavi, il y avait Busquets, quand Busquets était là, il y avait Jordi Alba, il y avait Piqué, voilà, maintenant c'est Marcos Alonso, c'est Sergio Roberto, et c'est Xavi toujours. Donc voilà, c'est toujours les mêmes qui prennent. Évidemment, ils sont fautifs aussi, forcément. Quand on voit Sergio Roberto sur le terrain, on va pas dire putain, mais Sergio Roberto, il a rien à se reprocher, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Non, n'abusons pas. Marcos Alonso, pareil. Quand il y avait Piqué, on pouvait lui casser une chaise sur la tronche. Quand contre l'Inter, il est là comme ça, évidemment qu'il est fautif. Tu peux pas mettre tout sur le dos. La saison dernière, on pouvait pas mettre tous les problèmes sur Piqué, tu vois, c'est un problème général, et pareil, là on peut pas mettre tous les problèmes qu'on a actuellement dans le jeu sur le dos de Xavi. Quand moi je reste sur le même discours, c'est tout. Il y en a qui me disent ouais mais non, Lewandowski il a raison, il est pas aidé. Non, je suis désolé, Lewandowski il est aidé, mais Lewandowski il y arrive pas, c'est tout. C'est clair et net en fait. Lewandowski il y arrive pas, c'est tout. Il y a une question, je sais plus si je l'ai loupé ou pas, mais est-ce que Lewandowski est sur le déclin ou quoi? Un peu, de toute façon avec l'âge, Lewandowski est plus sur le déclin que sur
Il est plus dans la descente de sa carrière que dans la montée, tu vois. Maintenant, il va falloir qu'il se bouge un petit peu plus, quoi. Qu'il arrête de se plaindre et qu'il bosse, comme les autres, en fait. Tu es Lewandowski, mais tu dois montrer l'exemple, tu dois bosser, fermer ta bouche et travailler, quoi. Lewandowski dit qu'il est pas accompagné, machin. Il a toujours un mec à côté de lui pour lui faire une passe, toujours un mec à côté de lui pour recevoir un ballon. Et lui, il va, au lieu de jouer en une touche, il va contrôler la balle, il va faire des mauvais contrôles. Est-ce que si Lewandowski fait des contrôles dégueulasses, est-ce que c'est la faute parce qu'il n'y a pas assez d'attaquants à côté de lui? Si Lewandowski est face au goal et qu'il tire sur le goal, est-ce que c'est la faute parce qu'il n'y a pas d'attaquants à côté de lui? On fait rentrer des attaquants. Regardez le match c'est contre Villarreal où il fait pas la passe à Ansu Fati. Pourtant, c'était un attaquant qui était à côté de lui. C'est bizarre. Quand Ansu Fati est rentré et qu'il a joué tout seul, qu'il a pas fait la passe à Lewandowski, s'il voulait jouer avec des attaquants à côté de lui, il y a des attaquants à côté de lui, ils lui font pas les passes. Est-ce que c'est la faute de Xavi? Est-ce que c'est la faute de Lewandowski? On sait pas. C'est un peu général tout ça le problème. Je peux pas mettre tout sur le dos de Xavi et c'est pareil pour Baldé. Xavi, il est fautif dans le sens où Baldé, il est mal positionné. Il est trop haut, tu vois. Pour moi, il est trop haut sur le terrain, il y arrive pas. Il y arrive pas, c'est comme ça. Il a pas les qualités pour. Mais c'est à lui de travailler aussi ça. C'est au coach de travailler avec Baldé, mais c'est à Baldé aussi d'essayer de réfléchir. Il faut jouer avec son cerveau. Ça sert à rien de jouer avec ses jambes. Ça sert à rien de courir. Tu cours vite, mais tu vas où? Il faut réfléchir. Il faut courir intelligemment, faire des courses intelligentes. Ça c'est la base dans le foot. Si tu cours sans réfléchir, ça sert à rien. Tu sers à rien sur un terrain. C'est marrant. Ça va être marrant 2 secondes. Évidemment, s'il fait des retours défensifs, s'il court vite, c'est bien pour nous. Offensivement, il faut être intelligent. Sinon, tu feras pas de différence. Pas au Barça, pas contre des blocs bas, pas, tu vois, contre des blocs compacts aussi. Parce qu'Osasuna, ils étaient pas très bas, mais il y avait un bloc très dense, très compact. Mais justement, quand les blocs sont très compacts, mais pas forcément très bas, il y a de la place dans le dos de la défense, entre la défense et les cages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des appels dans le dos. Et si tu fais pas d'appels, si tu proposes rien, ça va être compliqué pour l'équipe de faire des différences. Baldé, on le voit dans son couloir, il fait quasiment jamais d'appels dans le dos. Est-ce que ça vient de Xavi? Je sais pas. C'est peut-être à Xavi de lui dire, mais si Xavi lui dit qu'il le fait pas au bout d'un moment, on n'en sait rien, on n'est pas dans le vestiaire, on sait pas ce que Xavi lui dit, mais il va falloir quand même travailler là-dessus. Ses qualités de centre aussi, elles sont pas phénoménales à Baldé, il faut travailler là-dessus, tu vois. Moi, on me fait dire des choses que je ne dis absolument pas d'ailleurs. Quand je me plains de Baldé, je dis qu'il prend pas les espaces, qu'il a pas un jeu dans la profondeur, qu'on manque de profondeur au Barça, et que justement, lui, il pourrait apporter cette profondeur par sa vitesse, parce qu'il a une vitesse phénoménale, une accélération phénoménale. S'il partait dans le dos de la défense, ça ferait des différences de fou. Moi, je dis ça par exemple, et là, on va me dire, ouais, mais non, tu dis Baldé, il doit provoquer à lui tout seul. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il devait passer tout le terrain, dribbler tout le monde. J'ai même pas dit qu'il devait dribbler son face-à-face. J'ai dit qu'il ne le tentait pas déjà, dans un premier temps. La plupart du temps, quand il est en face-à-face, au lieu d'essayer de passer, au lieu d'essayer de dribbler, il revient en arrière, ça c'est clair. J'ai pas dit qu'il devait passer tout le monde, mais en tout cas, il essaye pas déjà. Et j'ai dit qu'il devrait arrêter de faire des passes en retrait, qu'il pourrait faire des passes axiales aussi, des fois, horizontales en fait, latérales, tu vois. T'es pas obligé de revenir en arrière tout le temps, tu peux. Des fois, tu provoques un petit peu, tu te crées un angle de passe et tu cherches un point d'appui dans l'axe. Si le latéral il monte dans son couloir constamment, il trouve pas de différence, il revient en arrière, il fait une passe à son défenseur, ça sert à rien. Des fois, tu fais des différences, tu crées des angles de passe, tu trouves un point d'appui dans l'axe et tu repars. Faut que le ballon il fasse des zigzags sur le terrain. Faut qu'on parte depuis l'axe de la défense, qu'on cherche les côtés, qu'on repasse par l'axe, qu'on repasse par les côtés pour finir dans l'axe. Pas forcément tout comme ça à chaque fois, mais tu m'as compris. Si on essaie tout le temps de passer que par l'axe, on va avoir un problème. Si on passe que par les côtés, on va avoir un problème aussi. Il faut faire. C'est la base du foot en fait de passer par la. Si t'as pas de solution, tu passes par l'axe, tu trouves un point d'appui avec un milieu de terrain et tu repasses après dans le couloir. Enfin c'est évident en fait. Ça, je pense que Xavi le voit par exemple. C'est à Xavi de lui dire à Baldé. Après, si Baldé il y arrive pas, moi je sais pas, mais il va falloir qu'il progresse. C'est tout. Je dis pas que Baldé il a aucun talent. Je dis pas que tout le problème du Barça c'est la faute de Baldé. Mais il va falloir quand même qu'il s'améliore. Ça c'est clair. On va finir avec 2 questions mélangées, qui sont à peu près dans le même groupe, on va dire. Question de Maël qui dit: est-ce que Roméo est essentiel à l'équipe? A-t-on besoin d'un joueur sécurisant à ce poste? Et question de Baganivel qui dit: Café, dis-moi comment Gavi gratte beaucoup de ballons dans les matchs, il peut aussi être testé en 6 comme N'Golo Kanté. Bon, c'est pas exactement le même profil qu'N'Golo, mais pourquoi pas. Donc la question, est-ce que Roméo est essentiel à l'équipe? Le problème, c'est pas forcément que Roméo est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir un mec, un 6 en fait. C'est avoir un mec qui couvre les montées des milieux, qui couvre les offensives. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'on joue de manière défensive, que Xavi est peureux, tout ça, mais c'est faux, c'est complètement faux. Les types, elles jouent avec un bloc hyper haut. Il y a les 2 défenseurs, nos 2 derniers défenseurs centraux, ils sont dans la moitié de terrain adverse. On joue très haut sur le terrain, tu vois. On joue pas, si on était peureux, on jouerait beaucoup plus bas sur le terrain. On jouerait avec des longs ballons, on jouerait en contre, bloc bas, défensif, tu vois. C'est pas comme ça qu'on joue. On essaie d'avoir la balle le plus possible
évidemment, on joue avec un bloc très haut, tout ça. Des fois le bloc il est tellement haut que voilà, mais c'est pas le problème du bloc haut c'est pour ça qu'on trouve pas de solution. On trouve pas de solution parce que les attaquants devant, on a une ligne d'attaquants qui reste fixée sur la ligne de défense et il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Les mecs normalement doivent revenir un peu, échanger leur position, tu vois, bouger un petit peu, créer des angles de passe, revenir chercher le ballon dans l'axe, au milieu, tu vois, je veux dire, tu vois. Des fois on est trop bas, on a les défenseurs qui sont moitié de terrain et on a tous les attaquants qui sont collés à la défense. Et puis entre les attaquants et les défenseurs, giga espace où il y a personne. Soit il y a personne, mais s'il y a personne qui vient demander des appels, tu fais des appels, demander le ballon, on va avoir des problèmes pour trouver le lien, tu vois. C'est ça notre plus gros problème. Maintenant, est-ce que Roméo il est essentiel à cette équipe? Lui non, Roméo n'est pas essentiel à l'équipe. Ce qui est essentiel à l'équipe, c'est d'avoir un mec qui défend. Donc on en vient à Gavi du coup. Est-ce que ce serait pas la solution? Est-ce que ce serait pas le moment de tester ce genre de choses? Gavi, c'est un milieu de terrain qui a joué en faux neuf ou en poste très avancé numéro 10 quand il était à la Masia, enfin chez les jeunes, on va dire les juvéniles, tout ça, quand il avait 14, 15 ans, 10 ans, je sais pas. Il était dans un rôle assez offensif. Gavi, c'est un joueur qui est assez technique, un joueur qui n'hésite pas à courir, à provoquer, tout ça. Maintenant, il le fait un peu moins avec l'équipe première, il tente peut-être un peu moins. Certes. Donc il a été utilisé quand même beaucoup comme ailier. Quand Xavi est arrivé, on avait beaucoup de problèmes d'ailier, on avait des ailiers qui n'étaient pas disponibles, tout ça, qui étaient blessés. Donc Gavi pendant un temps il avait joué ailier droit même. Ailier droit, il jouait ailier gauche, il a joué au milieu. Voilà, Gavi il a joué partout. Maintenant, la saison dernière on a trouvé le truc, Xavi a trouvé le fameux milieu à 4, tout ça. Ça veut pas dire qu'on joue en 4-4-2 les gars, hein. Faut arrêter les conneries de secondes. Je vois ça à chaque fois, ça me fatigue. Je vous jure, ça me fatigue. Dites qu'on joue avec 2 attaquants, je veux bien, mais pas en 4-4-2 les gars, ça n'existe pas le 4-4-2, comment il faut le dire? Quand Baldé prend le couloir et qu'il est ailier, il n'y a pas de 4 défenseurs déjà, donc on ne joue pas en 4-4-2, tu vois, il faut regarder le terrain, ça me fatigue le 4-4-2, arrêtez de dire ça, bref. Donc est-ce que Gavi, il faut le tester un peu plus bas? Je pense que oui. Là avec l'arrivée de Félix, concrètement, Félix il peut jouer à plusieurs positions, mais pour moi la position la plus adaptée à son profil, à lui, c'est faux ailier gauche. Il part de l'aile et il rentre dans l'axe. Comme Gavi le fait, mais il le fera mieux parce que c'est sa façon de jouer. Le poste, il est parfait pour lui, totalement adapté, il est sur mesure pour jouer au Félix. On dirait que c'était écrit. Donc j'espère qu'il va jouer, j'espère qu'il va être titulaire. Et en l'absence de Pedri, je veux voir Roméo sortir du 11. Je veux qu'on teste ça. Je veux voir s'il doit y avoir un double pivot. Je veux voir un double pivot dans l'animation, évidemment, parce que de base, on peut dire jouer au Félix si joue ailier. Sachez que l'animation, les gars, ça sera la même. Jouer au Félix ailier qui rentre dans l'axe, Baldé prendra le couloir. Ça sera pareil, hein. Il n'y aura aucun changement. Que ça soit un milieu ou jouer au Félix, c'est pareil. Pour ça qu'il y en a qui disent il faut arrêter avec 4 milieux, tout ça. Le problème n'est pas forcément les 4 milieux, le problème c'est les profils des joueurs qui sont trop statiques, tu vois, qui proposent pas assez, qui provoquent pas assez non plus, qui ne tentent pas, qui manquent de courage un peu, on va dire, qui n'osent pas dans l'entrejeu. N'ose pas créer, n'ose pas faire de différence, tu vois. C'est ça notre problème. C'est pas qu'il y ait 4 milieux. Considérer Joao Félix comme un milieu de terrain, on jouera à 4 milieux du coup. Et oui, considérer Joao Cancelo comme un autre milieu de terrain, eh ben on jouera avec encore un autre milieu de terrain. Si on considère que même Koundé, il joue plus comme milieu de terrain cette saison, il joue tellement haut Koundé qu'il est quasiment milieu de terrain aussi. Genre il serait au poste de Busquets, tu vois. Alors ça veut dire qu'on joue qu'avec des milieux de terrain. Si Lewandowski redescend au milieu de terrain, ça veut dire que c'est un milieu de terrain aussi. Donc voilà, sachant que Lamine ou même Rafinha, c'est plus des profils d'ailier meneurs de jeu. Qui dit meneur de jeu, qui rentre dans l'axe, dit milieu de terrain. Donc en fait on joue qu'avec des milieux de terrain. Notre problème c'est qu'on joue avec aucun joueur qui fait des changements de rythme, vraiment. Dembélé camouflait un peu ça la saison dernière à mon avis. S'il accélérait, il provoquait tout ça. Et là on a personne qui fait ça. Ça n'accélère pas, donc on joue, on se fait des passes, statique, il n'y a rien. Bref, donc pour revenir sur Gavi et Roméo, je pense qu'il faut tenter ça. Il faut tenter, si on joue en double pivot, un double pivot Frenkie, Gavi. Gavi qui joue un peu plus bas. Je l'ai dit, moi Gavi j'aime beaucoup ce qu'il propose. Il y en a qui disent Gavi il est mauvais, tout ça, si vous voulez. Mais Gavi, pour moi, c'est pas trop adapté. Faut qu'il arrête de jouer en faux ailier, c'est pas adapté à lui. Il est pas assez performant là-dedans, on voit qu'il a du mal, tout ça. Il joue trop haut, il est trop bloqué. Regardez Lewandowski qui a du mal à jouer dans cette défense-là, cette ligne de défense, généralement, il est pris avec 2 ou 3 défenseurs qui sont costauds, tout ça. Imaginez Gavi, c'est pareil. Donc, avoir un joueur Félix qui se balade un peu plus qui est un peu plus à l'aise pour se balader comme ça entre les lignes, et avoir un Gavi un peu plus bas, on va plus ressentir son jeu de récupérateur,
parce qu'on le voit, Gavi, même s'il joue plus haut, on le voit là où il est le meilleur finalement, même si moi ça me dérange un petit peu parce que pour moi il peut faire plus, mais dans un premier temps il est jeune, il aura le temps de s'améliorer avec le temps, on verra s'il évoluera dans un poste. Mais pour moi là concrètement avec les qualités qu'on voit de Gavi, c'est un gars qui est agressif, un gars qui fait toujours des retours défensifs, même s'il a beau être en attaque, il va revenir cavaler et être là pour essayer de tacler, récupérer un ballon, contrer un tir, tout ça, il va se donner en fait. Et j'ai envie de le voir un peu plus bas, un peu plus bas. Le problème de Gavi c'est que avec ballon, il est pas assez intelligent pour jouer 6. Quand on demande de jouer en 6 au Barça, un pivot, on demande que t'aies plus ou moins l'intelligence de Busquets. Pas forcément la même, c'est pas possible, mais tu vois ce que je veux dire. Dans le profil, un mec comme Busquets assez cérébral, tu vois. Mais tu vas quand même récupérer des ballons, tout ça. Gavi dans la récupération, il va être là. Maintenant, dans la création, on voit que Frenkie veut prendre toute la place. Frenkie veut s'occuper de tout. Tout passe par lui, tout ça. Pas de problème. Laissons Frenkie s'occuper de tout ça, de la création, il mène la danse au milieu et laissons Gavi récupérer des ballons, faire le ménage derrière. Parce que ça, c'est le rôle de Romeu. Il va falloir que Frenkie s'entende bien avec Gavi en double pivot. Ça risque d'être compliqué aussi. Il va falloir que les deux s'entendent, que ça marche aussi. Gavi, il est très jeune, manque d'expérience, tout ça. Mais finalement, on voit que Gavi, quand même, est assez plus ou moins un titulaire indiscutable ou titulaire très important de l'équipe depuis qu'il est là. Donc, en l'absence de Pedri, en tout cas, je partirai. Avec le retour de Pedri, ça sera peut-être différent. Mais en l'absence de Pedri, moi, je veux Gundogan reste haut. Je veux pas le voir en double pivot. Même s'il est intéressant pour sortir les ballons, même s'il est intelligent pour créer le jeu, pour faire des différences comme ça au cœur du jeu un peu plus bas, je veux voir Gundogan vraiment proche de la surface. C'est là qu'il est le plus important pour moi, c'est là qu'on manque cruellement de talent. Donc je veux voir Gundogan plus haut, je veux voir un double pivot Gavi, Frenkie, je veux voir Félix devant, je veux voir Cancelo aussi. Tout le monde se plaint du jeu du Barça, on verra après la trêve comment ça va se passer. Là on a enfin des joueurs créatifs, enfin des joueurs qui ont du courage avec les deux Cancelo. Peut-être que ça va changer beaucoup de choses, je l'espère en tout cas. Je l'espère. On se laisse ici les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement demain. J'essaierai de faire peut-être une petite analyse de Joao Félix. Je sais pas si je la sortirai demain ou après-demain, mais j'essaierai en tout cas. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.